Bienvenue sur le podcast Ensa et vous. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Soulima Badi, CEO et fondatrice de Comgo et NSAE Alumni Promotion 2000. Elle a accepté de répondre aux questions d'Eve Samani et d'Alban Elias, tous les deux élèves ingénieurs de première année, respectivement admis à l'NSAE Paris après une prépa BL et ECG. Bonne écoute! Je m'appelle Soulima, j'ai 47 ans. Effectivement, aujourd'hui, je suis PDG et fondatrice d'ailleurs de Comgo. Comgo, elle essaye, si j'ai bien compris, de faire rentrer les technologies de blockchain au sein de Alors, ce ça, marché. c'est une bonne question. Effectivement, Comgo s'est lancé sur le hype de la blockchain en 2016. Donc, à l'époque où tout le monde pensait que la technologie blockchain allait résoudre les challenges du trade et du négoce international en 24 heures. Alors, évidemment, une technologie ne résout pas un problème business, en fait. Ça ne marche pas. Et on a très, très vite arrêté de faire de la blockchain. Mais en fait, ce que vous découvrez quand vous faites une aventure pareille, c'est que ce qui est écrit sur Internet ne disparaît pas. Donc, effectivement, quand on fait des recherches sur Congo aujourd'hui, la blockchain, on est vu comme une venture blockchain. Et heureusement, on a très, très vite décommissionné la blockchain dans notre stack technologique parce que sinon, on n'aurait pas eu d'adoption, en fait. C'était une technologie à l'époque qui n'était pas mature, qui était extrêmement chère et qui faisait peur à beaucoup d'entreprises. Et en fait, on l'avait dans notre stack au départ parce que c'est ce qui nous a permis de lever beaucoup d'argent et de lancer Comgo, faut être très clair. Et en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Et la première incohérence qu'il y avait, c'était qu'en fait, Comgo était l'entité centralisée. Il validait tous les utilisateurs du réseau. Et quand on fait de la blockchain, le but, c'était de décentraliser, en fait. Donc, c'était pas possible. Donc, voilà, quand on a des grandes incohérences comme ça, il faut vite se poser des questions et les résoudre. Et donc on a arrêté la blockchain très, très vite. Voilà. Et on a une technologie conventionnelle dans cette société qui combine du Java, du Node.js, enfin voilà, plein de langages différents. Ok, donc vous avez complètement laissé tomber la blockchain. Alors, sauf pour un élément, je vais quand même dire qu'on a une petite touche de blockchain encore qui reste ici. En fait, comme le négoce est quand même basé sur l'échange de documents et qu'il y a énormément de fraude autour des documents aujourd'hui, quand vous recevez une facture, vous êtes une entreprise, vous avez intérêt à appeler 3 fois votre fournisseur pour être sûr que la facture n'a pas les coordonnées bancaires ou le montant n'a pas été changé. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre les documents PDF ou les documents Excel ou peu importe. On leur crée un hash, en fait, qui est donc le fingerprint du document. Et donc, on le fait notamment pour des factures, mais on le fait pour tous les documents du trade, les contrats, les bill of lading, les certificats, ce que vous voulez. Et donc, quand quelqu'un reçoit un document qui a été enregistré par un utilisateur de Comgo, il peut vérifier que ce document n'a pas été changé, n'a pas été intercepté par un fraudeur dans une boîte mail ou voilà, en faisant un drag and drop de ce document, soit sur notre site, soit sur les sites de plein de clients, en fait. Et donc, c'est notre dernier petit, et donc on enregistre ça sur un ledger qu'on a, mais qui est un ledger centralisé, Et, pas de et comment blockchain. s'appelle cette blockchain en question? On utilise un produit AWS, en fait. Voilà. Donc, c'est pas du tout décentralisé, mais de la blockchain décentralisée dans le monde de l'entreprise, ça n'existe pas aujourd'hui, après, si on est un peu sérieux. Ok, ok, parce qu'on avait en fait plusieurs questions sur la blockchain. Ça me coupe un petit peu l'air sous le pied. Alors, je peux essayer d'y répondre, mais Non, mais c'est vrai que si l'entreprise ne fait finalement pas de la blockchain, c'est aussi intéressant de le savoir. Parce que c'est vrai que justement, quand on fait des recherches, on tombe sur la blockchain qui est un petit peu un mot qui suscite quelques émois, notamment au niveau des étudiants, des NSAE, etc. Mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas le cas et que c'est aussi une technologie qui n'est pas prête à être vraiment appliquée. Mais justement, à ce sujet, peut-être que du coup, vous pouvez nous éclairer un petit peu. Vous avez dit que c'était une technologie qui n'était pas encore assez développée, qui était trop jeune. Est-ce que vous pensez que peut-être dans le futur, bon, on sait que déjà au début, c'était une technologie en proof of work, donc ça demandait beaucoup de calculs aux ordinateurs, c'était très coûteux en énergie. Là, aujourd'hui, on arrive à trouver des nouveaux compromis, des proof of stake qui permettent de faire ça de manière moins coûteuse, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'avec des évolutions de la blockchain, ça pourrait à terme, dans, je sais pas, peut-être 10 ans, enfin arriver dans le marché? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on perde vraiment cette décentralisation? il y a plusieurs questions dans ce que tu dis, en fait. Parce que on peut être décentralisé sans faire de la blockchain. Oui. D'accord? Et donc, je pense que la question importante, c'est de quoi ont besoin
les entreprises, les institutions financières, les gouvernements, quel est le problème qu'on veut résoudre en fait. Et résoudre un problème business, ça se résout par une technologie peut-être, mais ça se résout aussi par des process, ça se résout aussi par une organisation, ça se résout par des compétences, ça se résout par beaucoup de choses en fait. La technologie n'étant qu'un élément de résolution de ça. Donc, moi, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'utilité business, une technologie qui va mourir de sa belle mort. Je suis moins experte dans la blockchain aujourd'hui que j'ai été il y a 5 ans. Je pense qu'il y a 5 ans, on faisait partie des entreprises qui sont allées le plus loin dans la blockchain. Je vois qu'il y a tout un sujet autour de la crypto aujourd'hui qui se développe. Voilà, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais si ça répond à des vrais problèmes business et que ça apporte de la valeur ajoutée à des utilisateurs qui sont prêts à payer pour, c'est une technologie qui restera. Sinon, elle disparaîtra comme toute technologie qui ne sert à rien en fait. Justement, il y a 5 ans, vous étiez très pointu sur le sujet de la blockchain. Aujourd'hui, en tant que CEO, quel aspect technique a votre poste? Est-ce que c'est un poste beaucoup plus général en fait? Au final, peut-être un retour vers au début de vos études où vous vouliez rester très très général? Ou est-ce que vous avez quand même ce côté très technique dans votre quotidien en fait? Alors, évidemment, je suis CEO d'une boîte de tech, hein, et merci Hélène Sae, hein, d'ailleurs, pour ce côté ingénieur, hein, parce que voilà, j'ai un vrai directeur technique qui fait son job. Moi, je peux être appelée en arbitrage sur des sujets, ce qui arrive pas trop souvent, mais ce qui peut arriver, ou quand il est en vacances, c'est vrai que j'interviens davantage. Après, voilà, je dois comprendre ce qui se passe dans la société, hein, donc être ingénieur, c'est quand même assez utile. J'ai eu codé à l'NSAE, je ne le fais plus aujourd'hui, mais voilà, je comprends ce qui se passe et je peux le diriger. J'ai suffisamment de connaissances d'ingénieur pour pouvoir diriger l'équipe, en fait. On va le dire comme ça. Mais c'est vrai que mon métier aujourd'hui, c'est plus un métier de généraliste, en fait. Dans le sens où la mission d'un PDG est extrêmement vaste, en fait, hein. Je suis responsable de la vision de la société, je suis responsable de sa stratégie, je suis responsable des résultats pour les clients, pour les actionnaires, je suis responsable de la liquidité, hein, quand même qu'on puisse payer les gens, de la mise en place d'une équipe solide, de retenir des talents, dans un monde où l'accès aux talents est quand même extrêmement compliqué, de l'allocation des capitaux. Donc, c'est un métier très généraliste, c'est clair. Donc, c'est vrai que j'ai très constant dans ma carrière, rester généraliste, oui. C'est toujours un métier de généraliste d'être CEO. Après, on peut l'exercer de différentes manières en mettant plusieurs majeurs. J'ai commencé cette société avec un directeur technique qui n'était pas très fort, donc j'étais beaucoup plus impliquée sur la technique au départ. J'ai eu la chance de pouvoir accueillir un nouveau directeur technique il y a 3 ans qui est vraiment très, très fort. Et donc, je suis beaucoup moins sur la technique depuis 3 ans qu'au début de la société, en fait. Voilà. Et vous avez mentionné le code. C'est vrai qu'on a beaucoup de cours de programmation à l'ENSAE. Moi, je me posais la question, est-ce que vous vous en êtes servi dans votre vie professionnelle et jusqu'à quelle étape de ce parcours est-ce que vous codiez encore? Alors, moi, j'ai un peu codé à l'inspection, mais après, j'ai très, très vite arrêté. Non, mais j'ai très, très vite arrêté de coder. Par contre, la logique du code, comprendre ce que c'est qu'un code, la méthodologie, c'est archi clé pour plein de choses, en fait, pour plein de choses. Voilà, donc, et d'ailleurs, ça fait partie de mes grandes frustrations avec mes enfants. J'ai toujours, toujours essayé de mettre mes enfants à coder, je n'y arrive toujours pas. Et je trouve ça, je suis désespérée, mais c'est hyper clé, quoi. C'est très, très, très important dans votre formation. Et même si vous en faites pas un métier après, ça donne des réflexes intellectuels ultra précieux pour être tout terrain, en fait. C'est vraiment ce côté tout terrain que ça, comprendre ce que disent. Je comprends ce que disent les ingénieurs. Ça, voilà, je comprends comment ils fonctionnent. Je comprends tout ça. C'est des choses que j'ai apprises parce que je l'ai fait moi-même, en fait, très clairement. Donc, c'est primordial. Et vraiment, vraiment le faire. Faut pas, voilà. Parce que j'essaie d'expliquer à ma fille qui est en école d'ingénieur, mais même en école d'ingénieur, elle n'arrive pas à s'y mettre, quoi. C'est terrible. Et justement, pour revenir par rapport à ce que tu disais sur ta casquette très variée finalement de CEO, notamment tu as mentionné les talents. En fait, quels sont justement les futurs employés, les talents qui sont recherchés notamment dans ce secteur? Alors, moi, je suis aujourd'hui, donc je viens de la finance, je suis plus dans la tech. On est dans une société ici avec une culture très particulière, en fait, qui est vraiment une culture de l'autonomisation des employés de la société. Il y a très peu de managers chez Comgo, on donne beaucoup d'autonomie et on demande à nos collaborateurs un niveau de performance extrêmement élevé, en fait. C'est pas fait pour tout le monde, cette culture-là. Et du coup, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment d'où on veut travailler, de quel style, dans quel type d'environnement on veut évoluer, en fait. Euh,
c'est surtout ça ce qui est important de comprendre en fait, hein. C'est encore une fois, connais-toi toi-même, hein. C'est la chose la plus difficile, mais la chose la plus importante. Quelqu'un qui n'a pas envie. Aujourd'hui, chez Comgo, personne ne va te dire ce qu'il faut faire. On a des process, et si tu les fais pas, ben, on va se rendre compte qu'il y a un trou dans la raquette et on aura une discussion, mais il n'y a personne qui va s'en rendre compte parce qu'il y a un contrôle, parce qu'il y a. Alors évidemment, il y a des contrôles, on est une société certifiée et tout, mais c'est vrai qu'on demande une forte autonomie et responsabilisation des collaborateurs ici. Et ça, c'est des qualités qui sont très, très importantes. Et c'est pas une culture qui est faite pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas bien ici et qui restent pas parce qu'ils n'aiment pas se sentir aussi responsables, en fait. Et donc, je pense que ce qui est important pour vous quand vous commencerez dans le marché du travail, c'est vraiment déjà de bien vous connaître et de savoir quel niveau de responsabilité vous voulez prendre, quel rythme de travail vous voulez avoir aussi, hein. Quand on rentre dans une boîte en création, on part pour 5 10 ans, compliqué, hein. Faut être lucide, hein. Alors, on a des jours de vacances, j'insiste pour que les gens prennent leurs vacances, mais c'est vrai que moi, pendant 5 ans, je n'ai pas pris de vacances, jamais déconnecté, en fait. Euh, et je suis jamais partie sans mon ordinateur pendant 5 ans, jusqu'au dernier Noël, là. Je suis partie sans mon ordinateur pour la première fois. Et c'est pas grave et c'est normal quand on crée une société, ça fait partie des standards de créer une société. Donc voilà, le talent, ça dépend vraiment ce qu'on veut en faire aussi, en fait. Dans l'absolu, ça veut rien dire. Le talent, les compétences, la motivation, ça s'inscrit dans le projet professionnel et de vie qu'on a, parce que les deux sont vraiment liés, en fait, hein. Quand j'ai accepté ce poste de CEO de Comgo, bah, la première chose que j'ai faite, ça a été d'avoir une discussion avec mon mari et de lui dire, bah, tu vas pas me voir pendant 5 ans, alors ça fait déjà 10 ans que tu me vois pas, est-ce que tu es prêt à continuer pour les 5 prochaines années? Non, mais il faut être lucide, hein. Sinon, ça se passe pas bien, en fait. Si on n'a pas ce genre de réflexion et de démarche, bah, ça se passe pas bien après. Moi, j'ai pas envie de travailler en culpabilisant sur tout ce que je fais pas à côté. Bah oui, lors des mamans, bah, c'était pas pour moi et c'est pas grave. C'est un choix que j'ai fait et, euh, et que j'ai assumé avec mes enfants qui, bah voilà, ont notre vision d'une maman qui travaille, qui est jamais là, enfin, et qui leur donne quand même du temps, qui s'organise pour être là pour eux dans des moments importants de leur vie. Donc voilà, c'est plus ça ce qui est important en fait qu'un talent en soi en fait. Je sais pas si je réponds à la question en disant ça, si Non, c'est non, clair. si. Oui. Enfin, merci beaucoup pour cette franchise, en tout cas, sur les carrières dans le monde professionnel. Ouais. Et là, on aborde surtout la partie organisation, comment on gère ça. Et pour rentrer un petit peu plus dans la pratique, vraiment les compétences qu'on utilise, c'est vrai qu'on apprend des choses en école. Après, on rentre dans le marché du travail. On apprend des choses à ce moment-là. Mais les nouvelles technologies, surtout que là, actuellement, vous êtes dans le secteur de technologies qui sont très récentes, comment on reste à la page? Comment on se forme euh, tout en travaillant C'est une bonne question, surtout quand on est dans une petite société. C'est quand on est comme dans une grande société comme la Société Générale, c'est organisé par la maison, quoi, hein. Donc on est toujours en formation, on est toujours à la page, c'est extraordinaire. Quand on arrive dans une petite boutique comme ça où on doit créer la société, les process, la culture, la base de clients, le revenu, le code, le produit, et qu'il faut quand même rester en contact avec le monde actuel, c'est un peu compliqué. Bah non, mais comme tout le monde, hein, on est abonné à des sites de recherche, on envoie nos techs. Alors les techs sont des gens très curieux en général, hein, donc ils sont toujours dans des formations à droite et à gauche. On lit beaucoup, on participe à énormément de conférences. Voilà, on se nourrit de tout ce dont on peut se nourrir. On a des réseaux qui nous communiquent beaucoup de choses aussi. On a des experts, on est tous des anciens soit de la banque, soit de sociétés de négoce, en fait, hein. Donc, c'est vraiment les problèmes qu'on est en train de résoudre, c'est aussi les nôtres. On est très proche de nos clients, on apprend beaucoup de nos clients. Moi, j'ai un conseil d'administration où j'ai aussi des gens qui partagent beaucoup, hein, qui sont justement à des postes de responsabilité chez mes actionnaires qui peuvent aussi partager beaucoup. Donc, ça marche beaucoup par réseau. On a moins ce côté formation institutionnalisée, parcours qu'on peut avoir dans une grande entreprise, hein. Mais il faut le savoir, hein, quand on est dans une petite structure, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Mais voilà, on se débrouille avec les moyens du bord pour rester à la page, en fait. Et typiquement, les heures que je passe dans l'avion, je les passe beaucoup à lire, en fait, pour attraper, écouter des podcasts, voilà, faire tout ce genre de choses. Donc, quand on veut, on arrive toujours à être up to speed. Euh, et oui, c'est un investissement et c'est important de l'être, très clairement. Et comme on est sur le sujet des compétences et de l'apprentissage des compétences, on a beaucoup parlé de tout ce qui vous a servi, ce qui vous a aidé. Est-ce que dans votre carrière, il y a des domaines comment dire, des compétences dans des domaines ou des connaissances sur des domaines que vous n'aviez pas et que vous auriez aimé avoir plus tôt, qui étaient difficiles peut-être, enfin, pour lesquels c'était difficile de se former par exemple, pour un étudiant, vers quoi, enfin, quel angle mort est-ce qu'il faudrait qu'il essaye de combler avant de rentrer dans le domaine dans lequel vous êtes, par exemple? Alors,
Ça va être une réponse un peu paradoxale, mais j'ai envie de dire la pratique. Aller dans le monde de l'entreprise et faire des stages, toutes les expériences professionnelles sont bonnes à prendre quand on est étudiant, en fait. C'est plus ça ce qui manque. En fait, je me souviens d'une grande déconnexion. Alors, à mon époque, on faisait beaucoup moins de stages en entreprise, on était vraiment coupés beaucoup plus coupés, c'était très rare. On voyageait beaucoup moins. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous, enfin, je ne sais pas comment ça NCM, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des séjours à l'étranger, des morceaux de formation à l'étranger. Pour nous, alors pour partir à l'étranger, à mon époque, il fallait vraiment le vouloir, hein, et préparer ses dossiers, ses machins. Enfin, on n'était pas du tout accompagnés, il n'y avait pas de partenariat, c'était très exceptionnel. Et donc déjà, ce côté-là, je pense qu'il a été bien comblé, mais c'est aller voir ailleurs, aller voir vraiment ailleurs. Et en fait, le jour où vous aurez besoin de vous former à quelque chose, surtout en sortant de l'ANSAE, vous le ferez, mais sans aucun problème, en fait. C'est un no-brainer, en fait. Vous savez comment apprendre, vous savez où aller chercher l'information, vous savez vous former. Donc, ce qui vous manque le plus, si on peut dire ça, hein, et c'est avec brackets, avec des guillemets que je dis ça, c'est vraiment le côté pratique, quoi. Mettez-vous au côté pratique ne restez pas trop dans la théorie, parce que quand la théorie et la pratique, quand le concept la manière dont les choses se passent, moi j'ai beaucoup vécu ça aussi dans l'audit, hein. C'est magnifique d'être auditeur, hein. On a une procédure, on dit ouais, la procédure elle doit être comme ça, je tique tous mes points, mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire, hein. Donc vraiment, se confronter à la pratique, c'est très très important. Et il faut le faire le plus souvent possible, vraiment, quelle que soit la forme, et surtout dans des cultures différentes si possible, évidemment. On y compte bien avec maintenant les nombreux stages qu'on a à Ben voilà. l'ENSAE chaque année. Voilà, la possibilité d'année de césure. Ah là, il faut le faire. C'est vraiment, faut Voilà. vraiment y aller, quoi. C'est hyper important. Moi, j'avais une question un petit peu plus générale sur votre vie du coup aujourd'hui en tant que PDG. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos journées ou même dans votre année Alors, je crois que ce qui me plaît le plus depuis 5 ans, c'est que je m'ennuie pas. En fait, moi, je me suis toujours beaucoup ennuyée très vite dans mes différents jobs. Et là, j'ai toujours pas eu le temps de m'ennuyer, ce qui est quand même très agréable. C'est-à-dire que le challenge est encore. J'ai fait 2 cycles de 9 ans, hein. J'ai fait 9 ans à l'inspection, j'ai fait 9 ans à la Société Générale. À chaque fois, en fin de cycle, voilà. Donc là, ça fait 5 ans, j'ai encore quelques années devant moi pour finir ce troisième cycle de 9 ans, je pense. Mais voilà, c'est ce côté ouais, très divers, très riche en fait. C'est un métier d'une richesse incroyable en fait. C'était quoi la question exactement? Parce que je suis en train de répondre dans l'autre sens là, du coup. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ah oui. Et justement, ça retourne un peu la question parce que ce qui vous plaît le plus, c'est rien en particulier en fait. C'est le fait qu'il y ait tout Oui, ensemble. c'est là vraiment cette variété du métier. C'est un métier où on ne sait pas ce que va être une journée en fait. C'est un métier où on est challengé en permanence. C'est un métier, alors par exemple, quand je voyage et que j'ai 10 meetings par jour, bah, chaque meeting, il faut être comme si c'était le premier meeting de sa vie en fait. Donc c'est vraiment un challenge permanent, une remise en cause permanente. Alors ça crame beaucoup d'énergie, hein. C'est une vraie vie de sportif de haut niveau. Mais voilà, je suis fière de cette équipe, je suis heureuse de travailler avec eux. Bah non, tout est enrichissant en fait. C'est un des plus beaux métiers du monde d'être CEO, hein, ça c'est clair. Si on aime ce rythme, si on aime cette exposition publique, si on aime ce challenge permanent, c'est pas un métier où on peut se cacher, on peut dormir, ça c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, c'est une dextérité mentale, intellectuelle, émotionnelle qui est extraordinaire, quoi. C'est un métier d'une richesse incroyable, incroyable, vraiment d'un engagement incroyable aussi, par contre. Il faut être clair, hein. Ouais. Peut-être, moi j'ai une dernière question, pas forcément en rapport avec ce que vous venez de dire, mais plus sur comment vous voyez l'avenir, en tout cas dans votre domaine, dans votre secteur, aussi du point de vue donc de votre entreprise, donc Comgo. Qu'est-ce qui s'annonce en fait par la Alors, suite, Comgo est justement? en train de devenir une infrastructure de marché, en fait, dans le trade, hein. Donc, on va clairement devenir une alternative beaucoup plus efficace, beaucoup plus automatisée, beaucoup plus sécure que Swift pour tout ce qui est échange entre les banques et les grandes sociétés dans le domaine du trade. C'est une société globale aujourd'hui, hein, et il y a peu de sociétés qui ont 5 ans d'ancienneté, qui ont cette empreinte globale et qui ont cette base de clients. Donc, on a vraiment pris cette place d'infrastructure de marché et on va continuer à la développer. Il y a des territoires où on n'est pas encore assez fort. Et je pense que quand on aura atteint cette case-là, ce sera à mon tour de laisser la place, en fait. Voilà. Non, non, je pense qu'on a un bel avenir. Et c'est pas toujours simple d'y arriver. Il va encore falloir. C'est un vrai challenge, hein. C'est un peu les montagnes russes tous les jours d'être dans une société en cours de développement.
Mais voilà où je vois Comgo dans l'avenir, oui, dans les 3-4 prochaines années, je pense qu'on aura pris cette place-là. Alors peut-être qu'on réintégrera Swift sous cette forme-là d'ailleurs d'ici là, je ne sais pas. Mais oui, on va devenir vraiment la référence pour tout ce qui est trade entre les banques et les grandes sociétés de ce monde pour exécuter tous leurs flux de matières premières, leurs contrats commerciaux, voilà, tout ce qui tourne autour des échanges mondiaux en fait. Et on a fait à peu près le tour de tout ce que vous voulez vous demander. C'est vrai. Tout bon? Tout bon. J'ai répondu à toutes vos questions? C'était parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à Soulima Badi pour ses conseils. Merci également à Eve Samani et Alban Elias pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieurs ENSA et Paris, retrouvez-nous pour un prochain épisode ENSA et vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt!